rebonjour à tous, merci d'être venus. En fait, comme je le disais, c'est ma première conférence dans le cadre de la FAP, puisqu'en tant que président, j'ai toujours privilégié l'invitation de conférenciers extérieurs, en tous les cas à l'association. Donc le projet de ce soir, c'est de vous parler du coaching socio-analytique. Comme vous le voyez, c'est à la fois une contraction de coaching sociologique et puis analytique au sens d'analyse, au sens de déconstruction, déconstruire les éléments qui sont souvent emmêlés. C'est aussi, comme vous le voyez en titre, le titre de la conférence, c'est Théorie et pratique de l'accompagnement socio-analytique. Alors, théorie et pratique de l'accompagnement, donc, puisque ce terme accompagnement que l'on retrouve dans notre association, l'Association française de l'accompagnement professionnel personnalisé, ce mot d'accompagnement, pour moi, il est très important, associé bien sûr à personnel et personnalisé, parce que ça permet un peu de sortir de toutes ces amalgames qu'il y a autour du mot coaching. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme vous le savez, on parle de relooking avec de coaching de relooking, on parle de coaching quand il s'agit en fait de kiné, on parle de coaching quand il s'agit en fait de définir des comportements même vis-à-vis de son chien. Enfin voilà, on est un peu dans une utilisation tout azimut du mot coaching. Et donc c'est pour ça qu'en 2009, je crée l'Association française de l'accompagnement professionnel personnalisé pour bien donner une traduction en fait de ce mot coaching. Alors, comme vous le voyez, une citation d'introduction, citation de Simone Weil. La finalité de la réflexivité, c'est de nous rendre plus humains. C'est une citation qui pour moi est importante parce que, comme vous allez le voir et comme je vais le développer dans une première partie, la pratique et l'entraînement à la réflexivité fait partie, je dirais, de la méthode que je vais vous présenter aujourd'hui. J'ai à l'origine une formation de sociologue, un doctorat de sociologie, une formation à l'intérieur de la sociologie dans le courant de ce qu'on appelle l'analyse institutionnelle, qui a donné une pratique d'intervention dans les organisations qui s'appelle l'intervention socio-analytique. Et je suis donc sociologue, socio-analyste. Bien sûr, je suis coach et je suis superviseur de coach et aussi, bien sûr, formateur de coach. J'ai été, pour me situer juste dans le domaine du coaching, très intéressé par la création de la Société française de coaching en 1996. Premier code de déontologie, première société qui regroupait des coachs que j'ai intégré assez rapidement. Et puis j'en ai été président de 2006 à 2009. J'en suis toujours bien sûr membre titulaire. Et en 2009, donc, j'ai pensé qu'il était important de créer une association de recherche qui ne soit pas une association de professionnels, de titularisation, etc., mais simplement qui rassemble tous ceux qui s'intéressent à la question de l'accompagnement pour constituer aussi un fonds documentaire, puisque toutes nos conférences sont enregistrées et sont maintenant disponibles en accès libre sur notre site. Et puis, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fondé en 2008-2009, une école de formation au coaching qui forme des coachs et qui a obtenu donc la reconnaissance RNCP niveau 2, c'est-à-dire qui est maintenant un diplôme d'État qui est un équivalent qui permet de s'inscrire en master. Premièrement, de vous parler justement de la réflexivité socio-analytique, parce que la réflexivité, comme je le disais, est au cœur de la démarche et de la méthode. Deuxièmement, de la méthode, évidemment, socio-analytique. Et puis, vous montrer en quoi cette méthode est ancrée dans des conceptions philosophiques, humanistes, et aussi dans la sociologie clinique.
Alors, comme j'avais indiqué sur le programme, j'avais aussi parlé de vignettes cliniques. Voilà, c'est-à-dire j'avais envie, je dirais, d'émailler l'exposé de petites vignettes qui présentent un peu des situations de coaching. Évidemment, c'est très difficile de résumer un accompagnement qui peut avoir eu 6 mois, 8 mois, quelquefois plus pour certains, puisqu'il peut y avoir des accompagnements jusqu'à 1 an, 2 ans, hein, selon les cas et selon je dirais, les situations des personnes et l'évolution de ces situations. Mais voilà, donc là il s'agit d'une étudiante que j'ai appelée Evelyne, 26 ans. Elle est enfin, au moment où je la rencontre, elle n'est plus étudiante en école d'infirmière. Elle a été exclue d'une école d'infirmière au moment de sa 3e année, enfin à la fin de sa 3e année, parce qu'elle avait totalement raté son stage, qui est très important en 3e année, à tel point qu'elle a été interdite de redoublement dans cette école. Donc son objectif, c'était de réussir à intégrer une autre école suite à ce refus de redoublement. Alors, vous imaginez bien que la situation était quand même assez critique, parce qu'être exclu d'une école, ça se sait, ça se sait dans toutes les écoles. Et effectivement, en analysant, je dirais, la genèse de son exclusion, on a identifié des causes d'échec. Ces causes d'échec se situaient dans un contexte de rupture de fiançailles dans laquelle elle avait beaucoup investi. On est dans une culture indienne, d'origine indienne, dans laquelle cette cérémonie de fiançailles est très importante. Et cette rupture, venant de son fiancé, bien sûr, l'a plongée dans une grande sidération, associée à une perte de confiance totale, enfin un effondrement, perte de confiance, difficulté de concentration et d'écoute. Ce qui effectivement explique que son stage de fin d'année, qui dure, je crois, 6 mois, je crois, enfin, c'est très important, quoi, parce que c'est là où vraiment les infirmières sont en situation professionnelle. Elle a fait des fautes professionnelles qui effectivement n'étaient pas acceptables. Donc le deuxième axe de travail apporté autour de l'accompagnement, je dirais, d'un deuil de cette relation amoureuse dont elle n'était absolument pas sortie. Elle était vraiment dans une position de victime, associée à une pensée un peu, je dirais, magico-religieuse, hein, associée à la notion de malédiction, voilà, comme si quelque chose pesait sur elle, et se reproduisait d'ailleurs par rapport à son histoire de vie de génération en génération. Et donc il a fallu l'aider à passer de cette position de victime à l'acceptation de sa responsabilité, hein, de sa co-responsabilité dans cette situation de rupture, et puis progressivement reprise de confiance, et surtout inscription dans la temporalité, c'est-à-dire accepter l'idée que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, et d'ailleurs cet accompagnement a duré en gros 3 ans, évidemment avec au bout d'1 an je dirais des séquences qui pouvaient avoir lieu tous les 1 mois et demi, 2 mois, mais ça a mis du temps avant qu'elle puisse reprendre d'abord confiance, de l'énergie, de l'organisation, et aussi, troisième axe, une resocialisation. Parce que ce qui caractérise des situations comme ça d'échec, c'est souvent des conduites d'isolement, le fait que l'individu se replie sur lui-même, se coupe de toutes ses relations sociales, et progressivement, il a fallu, avec elle, construire des expériences nouvelles de sortie, de sport, de vélo, puisqu'elle avait une difficulté à se situer dans l'espace quand elle était en mobilité, notamment, donc elle était en échec du permis de conduire. Vous voyez, donc il y a un accompagnement dans un processus de resocialisation et en même temps de dépassement, de blocage. Et le vélo, l'idée du vélo m'est venue pour l'aider justement, parce qu'elle ne savait pas faire du vélo, elle avait même peur de faire du vélo, mais elle a réussi à faire du vélo, et du coup ça lui a permis de s'entraîner à se situer dans l'espace, à se situer dans la mobilité, le mouvement, etc.
Ensuite, il a fallu, toujours dans cet axe-là, l'aider, l'accompagner pour le fait qu'elle accepte un travail d'aide-soignante. Puisque pour elle, elle était tellement focalisée sur l'objectif, c'était réintégrer une école, être infirmière, que être aide-soignante, pour elle, c'était comme si il fallait qu'elle renonce. C'est-à-dire qu'il a fallu lui faire accepter le fait qu'elle pouvait être aide-soignante et continuer à postuler. Parce qu'elle le vivait vraiment comme si être aide-soignante, c'était obligatoirement abandonner l'idée d'être infirmière. Hein, vous voyez, voilà. Donc des pensées quelquefois un peu bipolaires. Hein, bon. Donc acceptation de travail d'aide-soignante qu'elle a trouvé d'abord dans le privé et ensuite qu'elle a trouvé dans le public. Et ça, c'était important justement qu'elle puisse après se représenter en école en ayant cette expérience à la fois dans le privé et dans le public, puisqu'elle voulait intégrer une école publique et notamment associée à un hôpital pour qu'à la sortie d'école, elle puisse intégrer l'hôpital, puisqu'en fait, elle voulait être infirmière à l'hôpital et pas en libéral. Et dans le cadre de ces relations d'aide-soignante, là, il a fallu l'entraîner profondément à demander le plus fréquemment possible des évaluations par son encadrement, c'est-à-dire s'entraîner à recevoir du feedback sur son comportement pour mesurer les efforts qu'elle devait faire, les efforts en termes d'attention, d'écoute, etc. Voilà, cet accompagnement a duré 3 ans et ça s'est terminé par une intégration en 3e année d'école. Et après, évidemment, je n'ai pas eu... Enfin, si j'ai eu des nouvelles 1 an après, tout se passait bien et elle est sortie avec diplôme. Donc, premier point, la réflexivité socio-analytique. Donc, la réflexivité socio-analytique, c'est à la fois une démarche, évidemment, qui consiste à se prendre soi-même comme objet d'observation et de recherche. C'est en même temps un espace psychologique pour repenser son expérience et son activité hors du quotidien, hein, puisque quand on a, comme vous le savez, le nez dans le guidon, on n'est pas en position de réfléchir sur son action. Et puis, c'est donc une méthode qui associe questionnement existentiel, hein, qui je suis, quel type de personne est-ce que je souhaite être, relationnel, comment suis-je en relation avec les autres, avec le monde qui m'entoure, et socio-historique, c'est-à-dire comment je me suis construit en interaction avec mon environnement familial, social, économique, idéologique, etc. Alors pourquoi est-ce que je vous parle comme ça d'emblée de la réflexivité? C'est parce que la réflexivité va être au centre de l'accompagnement de type coaching. Je pourrais même dire de manière assez comme ça provocatrice que le coaching c'est un entraînement à la réflexivité. Ce qu'on fait, c'est qu'on entraîne, on est des entraîneurs de réflexivité avec l'hypothèse que cet entraînement continuera au-delà de nous et que les méthodes de pensée que l'on va partager, la manière de voir et d'analyser les situations dans lesquelles la personne se trouve, sur lesquelles on va s'entraîner, perdure évidemment après l'accompagnement. Alors pour ça, ça pourrait vous paraître abstrait, mais pour ça, on a un outil très puissant, un outil de réflexivité qui est le journal que je propose à tous mes coachés. Je dis que je propose évidemment, comme tout ce qu'on fait en accompagnement, on fait des propositions et puis on voit si la personne s'en empare. Mais il s'agit d'un journal, non pas d'un journal de confidence, mais d'un journal qui doit porter sur le travail, bien sûr, sur l'activité, et sur les moments significatifs en relation, bien sûr, avec les objectifs que le coaché travaille avec nous. Donc il s'agit d'identifier donc des moments, des situations. On va voir par la suite qu'on reprendra d'ailleurs ces mots-là, hein, ces concepts-là quand on travaillera sur l'histoire de vie. Donc en tant que coaché, la demande c'est mettez-vous en observation sur vous-même et essayez chaque jour ou le plus souvent possible de noter, de décrire
des situations représentatives de, je dirais, de la problématique que vous souhaitez travailler avec moi. Noter des événements significatifs en relation avec vos objectifs de travail en coaching. Donc vous voyez, c'est un entraînement à l'observation de telle manière à ce que la personne puisse justement, par cette écriture de son journal de coaching, s'entraîner à prendre du recul, prendre de la hauteur, s'entraîner à s'observer, à analyser, comprendre ce qui se passe, s'entraîner à se penser soi-même comme faisant partie des situations décrites, parce que souvent quand des personnes viennent nous voir, elles se situent extérieures à la situation, c'est les autres, hein. C'est les autres créent ceci, les autres cela, j'ai des difficultés avec les autres, sans penser qu'elles font partie du système et qu'en tant que partie prenante du système dans lequel elles vivent, elles ont un pouvoir d'action sur ce système, non pas sur les autres, mais un pouvoir d'action sur elles-mêmes et donc d'un point de vue systémique sur le système. Donc toujours l'intérêt de ce travail de réflexion dans le cadre du journal, élaborer son implication dans ces situations, mettre en pratique des concepts qu'on reverra tout à l'heure de dérangement et d'analyseur, je ne vais pas les développer maintenant, et construire des scénarios de dégagement. Alors bien sûr, au niveau où la personne peut le faire, il ne s'agit pas d'avoir une exigence par rapport à ce journal, il s'agit premièrement surtout de décrire les situations. Après, s'il y a des réflexions associées, c'est une chose. Alors juste d'un point de vue pratique, c'est un journal que je propose de m'envoyer par mail avant la séance, simplement pour que j'ai le temps de m'en imprégner, mais sur lequel on ne va pas travailler à distance, hein, simplement qui va servir de repère, et c'est bien sûr la personne elle-même, le coaché, qui va commenter. C'est pas moi qui vais commenter, ni même évaluer, juger, bien sûr, évaluer sa production. Voilà une autre vignette clinique que j'ai appelée Véronique, et qui a une quarantaine d'années, qui est cadre supérieur dans une entreprise de communication, hein, genre les réseaux qui vous servent à téléphoner. Voilà, et donc elle souhaite, alors au début, elle a une demande d'ailleurs individuelle, hein, elle a une demande individuelle, et elle vient me voir, et en parlant justement de sa demande, je lui dis, mais pourquoi vous ne demanderiez pas à ce que votre coaching soit financé par votre entreprise, hein. Ce qu'elle a fait, et elle a réussi, enfin elle a obtenu, son manager lui a dit, mais oui, tout à fait, c'est une très bonne idée. Alors pourquoi est-ce qu'elle voulait ce coaching? Parce qu'elle voulait progresser, elle voulait elle-même améliorer ses compétences relationnelles. Elle vivait des situations où, enfin, c'était quelqu'un de très performant sur le plan technique, sur le plan très estimé, très très consciencieuse, etc., mais qui perdait ses moyens dès qu'elle était en relation hiérarchique avec plusieurs personnes. Bon, quand c'était une relation duel, ça pouvait aller, et encore, mais dès qu'il y avait plusieurs personnes, perdait ses moyens. Donc, améliorer ses compétences relationnelles, en finir avec sa peur et cette perte de moyens en situation hiérarchique, de communication hiérarchique. Et puis surtout, évidemment, préparer une prise de poste. Elle voulait un poste, accéder à un poste dont elle avait droit, mais ce n'était pas obligatoire. Elle pouvait tout à fait, une autre personne pouvait être choisie. Et elle était encouragée par son manager pour postuler à un poste de direction qui l'amènerait justement à siéger au comité de direction. C'est-à-dire qu'elle deviendrait directrice d'un service, siéger au comité de direction, donc entourée de figures hiérarchiques. Donc il s'agissait de prendre sa place, trouver sa place et ensuite d'assurer sa place. Donc le premier axe de travail, ça a été de travailler sur la confiance en elle, et la confiance avec les autres. Et notamment, ce qui a été intéressant, c'est d'utiliser, en tant que coach, la relation qu'elle avait avec sa fille, qui était une relation, donc sa fille qui avait 16-17 ans, voilà, qui commençait à être vraiment une ado,
importante pour elle et dans laquelle elle n'avait pas confiance. Elle pensait qu'elle ne pouvait pas lui faire confiance. Enfin, il y avait une situation de collage vis-à-vis de sa fille, dont la fille souffrait, dont elle souffrait. Et l'idée, ça a été justement de travailler la relation de confiance entre elle et sa fille pour travailler, pour avoir en écho, je dirais en rebond, la confiance en elle. Voilà. Bon, ça. Voilà. Et effectivement, ça a été ça a été vraiment intéressant. Alors ensuite, évidemment, le gros du travail a été fait grâce je dirais, à la méthode sociobiographique dont je vous parlerai tout à l'heure, c'est-à-dire le travail sur son histoire de vie, qui a permis de voir en fait que dans son histoire, elle a eu des problèmes très graves avec des figures d'autorité, et notamment à un moment donné, donc elle naît en France, elle est guadeloupéenne, sa famille est en France, ses parents se séparent et son père doit revenir en Guadeloupe avec elle, mais par anticipation, elle rentre avant chez ses grands-parents. Le grand-père étant une figure d'autorité très importante au niveau de la Guadeloupe. Voilà, c'est un personnage, il vit à Pointe-à-Pitre, il a des responsabilités au niveau du port, enfin, etc. Et voilà. Bon, et elle va vivre dans sa famille, évidemment je vous synthétise, une situation d'injustice où elle se révolte contre cette injustice vis-à-vis d'un autre enfant qui était là, et le grand-père considère qu'elle n'a pas, qu'elle n'avait pas à se révolter, et il va la gifler, et vous verrez la gifle est importante par la suite, et l'exclure. Elle est exclue, mise à la porte à 6 heures du soir, à Pointe-à-Pitre, il fait nuit. Il habite au centre de Pointe-à-Pitre, et elle est amenée à rejoindre son père qui, comme il n'a pas d'argent, habite dans des quartiers près du port, des quartiers dangereux dans lesquels il y a de bagarres, prostitution, etc. Donc elle va vivre ça, elle a 16 ans, hein, elle va vivre ça, un traumatisme des riz, parce que c'est une injustice, elle avait raison de se révolter, et elle va justement... alors évidemment je l'ai marqué maintenant, mais là elle va développer, et mais ça on le verra tout à fait à la fin, parce qu'en fait quand elle vient me voir, elle a un lupus, c'est-à-dire elle a une grosse tache sur la joue, qui a des couleurs à la fois sombres et en même temps rosâtres, enfin voilà. C'est une femme très belle, une grande, très belle, mais qui a cette tache, voilà. Et pendant tout le début du coaching, elle m'en parle jamais de ça. Voilà. Et ce n'est que, je l'ai marqué maintenant, mais en fait j'aurais dû le marquer à la fin, parce que ce n'est qu'à la fin qu'on va faire le lien entre cette gifle et ce lupus. Ce lupus, et ça elle ne l'avait jamais fait. Elle n'avait jamais fait. Ce lupus, évidemment, se développait en fonction des situations de tension qu'elle avait, d'inquiétude, enfin, etc. Il paraît que le jour de son mariage, c'était terrifiant. Voilà. Et voilà. Bon, je reviendrai sur le lupus. Parce que c'est vraiment à la fin qu'à un moment donné, je commence à parler de ça, voilà, de voir qu'est-ce que ça représente pour vous, etc. etc. Et puis, essayer de voir un peu la genèse. Est-ce que vous avez toujours eu ça, etc. Bon. Alors, je reviens à figure d'autorité parce qu'effectivement, ce qui va se révéler, c'est le fait qu'elle rejoint son père, qui, donc avec toute cette situation de confrontation à cette figure d'autorité du grand-père, et en même temps, son père, dit-elle, me terrifiait. Vous voyez, donc elle rejoint un nouvel homme, adulte, son père, terrifiant, qui était violent, alcoolique, etc. Bon, et donc voilà, il y a cette construction historique de l'homme associé à menace, une menace intériorisée, bien qu'elle ait une famille, un mari, avec lequel elle s'entend très bien, etc., etc. Alors, associé encore à ça, va sortir à un moment donné, parce que c'est très intéressant de voir comment l'histoire de vie perfuse pendant toute une partie de l'accompagnement, quand on revient justement sur des situations où elle pourrait associer figure d'autorité et peur,
à un moment donné, il va lui revenir, parce que voilà, c'est des réminiscences d'une tentative de viol d'un ami de la famille qui vient la chercher à la sortie de l'école, etc. Bon, vous voyez, c'est lourd, hein. C'est lourd, mais en même temps, ce qui est toujours intéressant, c'est que ça n'apparaît pas d'emblée. Tout ça n'apparaît pas d'emblée, tout ça est refoulé, tout ça est loin, hein. Voilà. Alors, le troisième axe, c'est l'axe, je dirais, du progrès. Donc, c'est l'axe où on propose, où on co-construit, je dirais, ensemble, des expériences, des expérimentations de relations qui vont l'amener à sortir, parce qu'elle s'est construite, évidemment, compte tenu de ça, un périmètre de sécurité, c'est-à-dire qu'elle n'aime pas recevoir, elle n'aime pas que son mari reçoive des gens chez elle, elle n'aime pas à la cantine, enfin au repas, au restaurant de l'entreprise, des hommes viennent s'installer à sa table, enfin elle n'aime pas tout ça. Elle le vit, évidemment, elle fait semblant, mais elle n'aime pas ça. Et donc, expérimenter des relations internes, familiales, professionnelles, qui l'amènent à sortir de ce qu'on a appelé sa zone de sécurité. C'est-à-dire, voilà, prendre de risques progressivement, accepter. Vous voyez un peu l'idée, pourquoi vous vous accepteriez pas est-ce que ce serait intéressant de faire l'expérience d'accepter d'être invité à déjeuner? Est-ce que par un collègue? Est-ce que le ciel va vous tomber sur la tête? Est-ce que vous pensez qu'il va vous sauter dessus dans le restaurant? Enfin, voilà. Bon, il y a aussi un peu d'humour, de plaisanterie dans des moments comme ça. Bon, pour qu'elle découvre une nouvelle zone de confort, mais justement dans une possibilité de relation, y compris aussi inviter des voisins, enfin, etc. Donc en fait, c'était le quatrième axe, c'est-à-dire expérimenter des comportements nouveaux qui vont l'amener à découvrir que elle peut aussi trouver du plaisir dans la relation, pas aussi, qu'elle peut trouver du plaisir dans la relation alors qu'elle s'interdisait tout ça. Alors, la méthode socio-analytique. Ce qui la caractérise, c'est que son appellation donc, vient du fait que, là je me réfère à un philosophe, Henri Lefebvre, qui était contemporain de Sartre, qui a été d'ailleurs un de mes enseignants à Nanterre, donc dans les années 68, 69, 70 par là. Et donc, grand philosophe qui, reprenant d'ailleurs une méthode qui avait été élaborée par Marx, mais lui il l'a théorisé et non pas terrorisé. Donc c'est une méthode régressive-progressive, c'est-à-dire la méthode consiste à partir de l'actuel, puis à remonter dans le passé. Donc on part du présent, on explore tout ce qui a précédé le présent, et ensuite on reprend le processus en sens contraire. C'est-à-dire c'est un va-et-vient, c'est pour ça qu'on parle de régressive-progressive, c'est un va-et-vient passé-présent, dans lequel en permanence on va chercher à éclairer, élucider, déployer, développer le présent. L'idée étant, bien sûr, une idée que je reprendrai par la suite, qui a été reprise par Jean-Paul Sartre, c'est-à-dire que le présent contient le passé. Voilà. Donc l'idée de cette méthode, donc de circulation entre passé et présent, c'est bien sûr de voir tout ce qui est contenu dans les situations présentes, toutes les virtualités des situations présentes, et puis bien sûr d'éclairer le futur en mettant au jour le possible et l'impossible. Il ne s'agit pas du tout d'une méthode historique, c'est-à-dire il ne s'agit pas de s'installer dans l'histoire de la personne comme un historien et de voir ce qui s'y passait, etc. Il s'agit de circuler entre passé et présent pour voir comment le passé se vit dans le présent et comment le passé présent peut ou pas favoriser le projet. Vous voyez, on est dans une articulation passé, présent, projet, puisque le projet peut tout à fait être bloqué par le passé. Donc une méthode qui prend en compte la totalité de la vie personnelle, professionnelle de l'individu. Là, je peux peut-être souligner que pour moi, il n'y a pas d'un côté l'accompagnement personnel et d'un autre côté l'accompagnement professionnel. Il n'y a pas ces deux sphères-là, contrairement à ce qui se dit quelquefois en formation de coach. Cette séparation est totalement illusoire, enfin elle n'existe pas. Il y a une intrication bien sûr entre le personnel et le professionnel. Et d'ailleurs souvent les gens qui viennent nous voir, ils ont une question
qui pourrait paraître personnel au départ, mais qui aura forcément des répercussions sur leur activité professionnelle, et réciproquement, quand ils viennent nous voir avec une problématique professionnelle, qui est évidemment le plus souvent des cas, ça a des intrications profondes avec les dimensions personnelles. Bon, donc, prise en compte de la totalité de la vie personnelle et professionnelle de l'individu. Et ce qui la caractérise aussi, c'est que cette prise en compte se fait d'un point de vue anthropologique, psychosociologique, sociologique évidemment, historique et systémique. Décidément, c'est le soir des lapsus. Voilà, donc, et systémique. Donc il s'agit de, là, je ne peux pas rentrer dans le détail et dans la méthode, puisque ça s'apprend dans le cadre de la formation. Il s'agit de mettre en expression la personne à partir d'un schéma. Tout ça se fait à partir de, je dirais, d'outils, d'un schéma qu'on a nommé schéma sociobiographique, qui permet de mettre en évidence les moments fondateurs de l'existence de cette personne. Et cette méthode donc considère l'individu en situation, et comme je vous l'ai dit, en reprenant donc les concepts sartriens, la situation de la personne est conçue comme un moment de totalisation. C'est-à-dire que l'individu en situation totalise dans l'ici et maintenant son passé, son présent et ses projets. Alors ce qui est important, c'est aussi de bien voir que la mise en œuvre de la méthode sous-entend de travailler en parallèle, à la fois en diachronie sur l'histoire de vie de la personne coachée, bien sûr, donc là c'est la méthode régressive progressive, mais aussi en synchronie sur les situations professionnelles dans lesquelles la personne est prise ici et maintenant. C'est-à-dire que dans la même séance, on doit articuler, c'est-à-dire que, imaginons qu'on coupe la séance en deux, ce qui n'est pas forcément le cas, je dirais, à la minute près, mais dans la même séance, il faut à la fois, en tous les cas, dans toute ce début d'accompagnement où on découvre la personne et où elle se découvre elle-même avec nous, bien sûr, il s'agit de prendre le temps de cette exploration de l'histoire de vie, mais dans le même temps de cette séance-là, tout de suite, toujours mettre en relation le passé et le présent. Il ne s'agit pas de passer des séances à parler de l'histoire de vie. Il s'agit toujours de mener en parallèle l'exploration diachronique et synchronique. Alors, 4 concepts clés, évidemment, que j'ai choisis. Il y en aurait d'autres dans le cadre de la conception, mais ces 4-là sont fondamentaux. Le concept de moment, on en a déjà parlé, donc, puisque j'en ai parlé dans le journal. Le moment, donc, c'est un espace-temps de la vie d'un individu qui se caractérise par les situations dans lesquelles l'individu se trouve. Alors, ce qui peut être intéressant là, quand même, c'est de dire que ce concept de moment, il a été travaillé par Henri Lefebvre, le philosophe, mais il a été aussi travaillé par Jean-Paul Sartre, et qui distinguait ce qu'il appelait le moment de la constitution, c'est-à-dire ce que l'on a fait de nous, comment je me suis constitué, l'histoire de ma constitution. Cette histoire de la constitution, disait-il, commence par ce qu'il appelait la préhistoire, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau des parents et des grands-parents et des parents, se poursuit dans ce qu'il appelle la proto-histoire, c'est-à-dire le moment de la naissance, et puis ensuite dans le moment qu'il appelait le moment de prédestination, c'est-à-dire le moment de l'éducation familiale, scolaire, etc. Donc tous ces moments s'actualisent dans ce qu'il appelait la personnalisation de l'individu. Donc ce que rappelait Sartre, c'est que, ce qu'on reprendra par la suite d'un point de vue philosophique dans l'exposé, c'est que l'individu est à la fois déterminé et en même temps libre. Voilà, on verra comment s'articule cette dialectique entre déterminisme et liberté. Le concept de situation, bien sûr, dont j'en ai déjà beaucoup parlé, donc c'est une situation relie la personne à son milieu à un moment donné. On est en situation quand on est en interaction. On est en situation quand on est dans un lieu donné, avec un environnement donné. Voilà. Alors, le concept de dérangement, ça, c'est un concept qui vient du courant de l'analyse institutionnelle, qui est un concept très important dans ce courant-là,
puisque l'analyse institutionnelle a construit des pratiques d'intervention, dites intervention justement socio-analytique, basées sur l'idée que pour comprendre une situation sociale ou une situation organisationnelle, il faut qu'elle soit dérangée. Soit on la comprend à partir du dérangement qu'elle vit, par exemple quand on intervient dans une situation de crise, de conflit, de grève, voilà, la situation est dérangée, soit on va créer du dérangement, et notamment quand on rassemble 15 cadres dans une pièce, on crée du dérangement. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, ils ne font pas leur boulot de cadre. Ouais, donc le dérangement, c'est effectivement ce qui fait qu'à un moment donné, on sort du rythme de la vie de l'organisation pour regarder ce qui s'y passe. Alors le dérangement peut être plus ou moins fort en cas de crise, conflit, toute situation qui vient perturber le cours des choses, ou il peut être provoqué, ne serait-ce que par exemple par une naissance. Il y a des dérangements qui peuvent être joyeux, heureux, mais qui sont, pas forcément d'ailleurs pour le frère qui voit sa sœur arriver dans le champ alors qu'il était enfant unique, etc. Voilà. Donc, et dérangement, tout élément, personne qui vient perturber le cours des choses. Et ça, pour nous, c'est dans cette conception de l'accompagnement socio-analytique, c'est un concept très puissant, parce que lorsqu'on va travailler l'histoire de vie des gens, on ne va pas leur demander de raconter toute leur histoire. On va leur demander de se centrer sur les moments associés à l'idée de crise, conflit, dérangement, changement, perturbation. Vous voyez ? Et donc, ils vont identifier des situations associées à ce concept. Alors, le concept de transduction, c'est un concept aussi qui vient de l'analyse institutionnelle, qui est important pour moi, puisqu'il me permet de comprendre comment se passe la transduction, mais je vais l'expliquer mieux, du passé dans le présent. C'est-à-dire la transduction, c'est l'idée que lorsque j'évoque une situation passée, évidemment je l'évoque dans le présent, et au moment où je l'évoque, la transposition du passé dans ce présent transforme cette situation. C'est-à-dire la transduction, en fait, c'est la transformation de la situation au moment où elle vient, où elle est convoquée par moi dans le présent. C'est-à-dire que la situation que j'évoque passée, bien sûr, je vais l'évoquer avec ma subjectivité. Ce n'est pas la réalité dont je vais parler. C'est ma vision subjective de cette réalité. Et on voit d'ailleurs que tout au long de sa vie, quand on s'entraîne à la réflexivité, quand on a des pratiques un peu de réflexion sur soi, que au fur et à mesure des années, on voit autrement, c'est-à-dire on lit autrement les situations passées dans le présent. Voilà, c'est-à-dire comme si effectivement, c'est cette transduction, c'est cette recomposition du passé dans le présent. Bon, vous voyez donc un certain nombre de concepts qui permettent de comprendre, je dirais, cette alchimie qui s'opère tout au long de l'accompagnement dans ce mouvement passé, présent, projet. Alors, ce que je vous ai exposé là, j'avais envie de vous dire que ça s'ancre dans des concepts, évidemment, que là je vais synthétiser, mais dans des fondements d'une philosophie humaniste et aussi dans la sociologie clinique. Alors, dans le cadre de la philosophie humaniste, on a d'abord l'apport du courant des histoires de vie. Le courant des histoires de vie, c'est un courant qui s'est développé à partir des années 70, et notamment autour de l'université de Tours à l'origine, et puis qui a donné aujourd'hui tout un grand développement, et notamment dans le cadre de la pédagogie, les histoires de vie en formation. Donc ce que nous apporte le courant des histoires de vie, c'est l'idée qu'une lecture sociologique de l'histoire de vie fait apparaître le sujet comme dépendant, mais relié à un monde qui l'entoure, à une histoire qui le précède
et en même temps relativement autonome, capable d'infléchir le cours de sa vie. Donc ce courant-là a beaucoup travaillé. Alors évidemment, ça a donné des développements dans le cadre de ce qu'on appelle des ateliers histoire de vie. Enfin, il y a tout un courant autour de ça. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des recherches et des expérimentations dans le cadre d'ateliers histoire de vie où on se rend compte qu'en travaillant, en réunissant dans ces ateliers des gens qui sont en situation de lutte contre le cancer, des gens qui sont en situation de recomposition, de reconfiguration psychique liée à des traumatismes du corps, on s'aperçoit que lorsqu'on travaille avec eux sur l'histoire de vie, on accélère considérablement le processus de resocialisation. On s'en rend compte aussi, mais c'est malheureusement peu développé dans les phénomènes, par rapport à des phénomènes d'addiction. Malheureusement aujourd'hui, dans des traitements d'addiction, on privilégie encore, les ateliers cuisine, quoique c'est important, notamment pour des gens isolés, les ateliers ceci, les ateliers cela. Il y a toute une quantité de pratiques d'accompagnement en milieu hospitalier qui sont faites par des infirmiers ou des psychologues, mais aujourd'hui, faire passer l'idée que travailler sur l'histoire de vie, ça accélère peut-être de manière plus spectaculaire la socialisation que de faire simplement parler. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans les traitements d'addiction, il y a des groupes de parole. Voilà, groupes de parole. Mais évidemment, ça n'a pas du tout le même effet que de faire travailler des gens avec de la méthode sur l'histoire de vie. Donc ce courant est très intéressant, il a nourri notre conception de l'accompagnement. Pour le philosophe Paul Ricoeur, qui a beaucoup travaillé sur justement la réflexivité, le fait de réfléchir sur sa vie, pour Paul Ricoeur, le récit de soi, on parlait de récit de soi, donne sens à un vécu, constitue l'individu comme sujet énonciateur de lui-même. Vous voyez, c'est donc... c'est toute cette question de devenir sujet, puisque ce qu'on apprend aussi dans la formation de coach, et ce qu'on répète souvent, c'est que l'individu naît assujetti, bien sûr, à son milieu, à sa famille, à tout un ensemble de choses qu'il incorpore, à des habitus, pour reprendre l'expression d'un sociologue, Pierre Bourdieu, mais qu'effectivement, cette conscience de soi peut se construire dans la pratique du récit de soi. Donc, comme je disais, constitue l'individu comme sujet énonciateur de lui-même, permet le passage de l'expérience de soi à la conscience de soi, établit la relation entre actualisation et potentialisation. Dire l'actualisation, c'est-à-dire la conscience de soi, et quand on travaille avec un coaché sur la question de la confiance en soi, je pense qu'il est toujours primordial de commencer à travailler sur d'abord la conscience de soi. Il ne peut pas y avoir de développement de la confiance de soi s'il n'y a pas une base, un socle de conscience de soi, de conscience de sa corporéité, de conscience de son enveloppe, de son enveloppe de conscience conscience de soi, image de soi bien sûr, comme base de la confiance en soi. Et donc le récit de soi est un des moyens de construire de la conscience de soi. Pour reprendre une citation de Christine Delory-Montberger, qui a été une des grandes, qui est celle qui a contribué au développement des histoires de vie, mais pas seulement elle. Muriel Molinier, que vous avez croisée tout à l'heure, a été très importante dans ce courant-là aussi, puisqu'elle a animé toute une association autour de ça, notamment autour de l'université, associée à l'université de Tours. Et donc, Christine Delory, dans une citation que je vous lis là, nous dit « L'activité biographique accomplit ainsi une double et complémentaire opération de subjectivation du monde
historique, c'est-à-dire que la manière dont le sujet va s'approprier, va penser le monde historique et social, et de socialisation de l'expérience individuelle. C'est-à-dire c'est cette activité biographique, en fait, construit l'individu, mais il construit l'individu relié. D'ailleurs, le titre de la revue qu'a créée Christine Delory-Montberger, dans laquelle j'ai publié, s'appelle « Le sujet dans la cité ». Vous voyez, donc on est de cette idée-là. Et pour moi, cette idée, elle est forte. C'est-à-dire que pour moi, la conception d'accompagnement se situe dans la cité. Il ne s'agit pas d'accompagner quelqu'un seulement dans une perspective, je dirais, de réussite, d'accomplissement, de développement, de développement personnel, etc. Mais il s'agit d'accompagner quelqu'un dans la société, dans son environnement, dans son époque, en fonction justement de la conscience qu'il doit avoir, des interactions qu'il a ou qu'il devra avoir avec les autres, des situations de risque ou de tension que son changement peut entraîner, enfin, etc. Donc, accompagner dans la cité. On pourrait même dire accompagner quelqu'un qui doit, à qui on propose, en tous les cas en termes d'objectifs, de devenir sujet dans la cité, ce qui n'est pas si simple. Alors, la sociologie clinique a nourri profondément cette conception. Une figure dominante, Vincent de Goldjak, qui a créé ce courant sociologique à partir des années 70, qui s'est beaucoup développé dans les années 80-90, qui aujourd'hui existe en termes de réseau, enfin, voilà, avec tout un développement dans un grand nombre de pays du monde. Donc, l'apport de la sociologie clinique, c'est, en reprenant évidemment les travaux de Sartre, apporte une conception dialectique de l'identité entre déterminisme, d'un côté évidemment les déterminismes sociaux, culturels, institutionnels, etc., et liberté, en reprenant le postulat de Sartre d'une liberté contingente qui dépend des capacités du sujet à s'en emparer. Contingente, j'ai cherché récemment à bien clarifier ce terme, ça veut dire qui peut ou pas exister. C'est-à-dire cette liberté, c'est un potentiel. Voilà, donc la liberté est là, si tant est que l'individu la conscientise, en voit la possibilité et s'en empare. Vous voyez, ça sous-entend qu'effectivement, il faut aussi des conditions pour accéder à la liberté. Deux citations très importantes qui vont vraiment faire des repères par rapport à la conception du coaching socio-analytique. La première, elle vient de Sartre, en 1960. Pour nous, dit-il, l'homme se caractérise avant tout par le dépassement d'une situation, parce qu'il parvient à faire de ce que l'on a fait de lui. C'est-à-dire, ça veut dire, je reconnais évidemment toute la dimension du déterminisme. On a fait de moi quelque chose. J'ai été assujetti. C'est comme ça. C'est la condition humaine, puisque il faut plusieurs décennies pour commencer d'ailleurs maintenant à avoir une vie sociale. Quelquefois, il faut attendre 25, 26, 30 ans. Voilà. Bon, donc on a fait de nous un certain nombre on a fait de nous une personnalité. Par contre, on a le sujet de dépasser cette situation et de faire de nous autre chose. Donc, vous voyez, déterminisme et liberté. Et reprise par Vincent de Goldjak en 87, dans son livre La névrose de classe, l'individu est porteur d'historicité, donc ce que je répète sans arrêt, en disant qu'il faut travailler sur cette histoire de vie, c'est-à-dire de la capacité d'intervenir sur sa propre histoire, fonction qui le positionne en tant que sujet dans un mouvement dialectique entre ce qu'il est et ce qu'il devient. Et la fin de cette citation est très importante, elle est devenue d'ailleurs une marque de fabrique, je dirais, du courant socio-analytique. L'individu est le produit d'une histoire dont il cherche à devenir le sujet. C'est-à-dire tout l'enjeu, et je dirais l'enjeu pour moi d'ailleurs d'un accompagnement de type coaching, est effectivement de devenir sujet de son histoire. Alors pour ça, évidemment, mais je vais peut-être passer assez vite, parce que vous le savez, le coach met en œuvre une écoute clinique.
à la fois une écoute socio-anthropologique, c'est-à-dire qui nécessite de clarifier un certain nombre de concepts, de place, d'injustice, inégalité, interdit, permission, prophétie, domination, héritage, habitus, pouvoir, rituel, enfin voilà. Il y a évidemment tout un ensemble de concepts qui sont comme des projecteurs qui permettent d'éclairer des situations. Et dans son accompagnement, le coach, dans ces cas-là, est dans une situation justement de contribution, de proposition, de co-construction, en proposant quelquefois des mots, des concepts qui éclairent, voilà, et qui font que la personne dit bah oui, évidemment, c'est ça que je suis en train de vivre, etc. Donc, une écoute psychosociologique avec des concepts qui ont été beaucoup travaillés par Vincent de Goldjacq, mais aussi par des écrivains comme Annie Ernaux, des concepts de honte, de peur, concepts d'inhibition, colère, désir, sidération, etc. Et puis, et surtout, et ça, on le travaille de plus en plus dans la formation de coach, une écoute gestaltiste. Vous verrez que sur le site de la FAP, il y a plusieurs conférences autour de cette question de la posture gestaltiste, c'est-à-dire une écoute du corps, de ses comportements, de celui du coaché, mais aussi de celui du coach, en termes de position, gestes, émotions, sentiments, affects. Le tout est fou, évidemment, dans une perspective de co-construction du sens au fur et à mesure de l'accompagnement. Donc je voulais terminer, en tous les cas en termes de vignette, après une petite conclusion, par donc un autre cas que j'ai nommé Adrien. Donc il est préfet, à un moment donné, on a été plusieurs à accompagner des préfets, des sous-préfets. En tant que coach, et ce qui était intéressant d'ailleurs, c'est que la plupart de ceux qui ont sollicité un accompagnement se présentaient comme étant dans la réussite, mais voulant continuer à réussir. Bon, donc sa demande à lui, c'est d'améliorer son management des services, notamment ses relations avec le secrétaire général, qui est la personne clé du point de vue administratif, avec laquelle il avait beaucoup de difficultés. Et puis surtout d'améliorer sa prise de parole en public. Non pas qu'il ne réussissait pas à prendre parole en public, mais qu'il vivait une situation dont je vais parler tout à l'heure, qui était profondément désagréable à chaque fois qu'il prenait la parole en public. Alors le premier axe de travail, ça a été un accompagnement, je dirais, managérial traditionnel, en termes d'organisation, de management, d'email. Il était dans une situation où il n'arrivait pas à faire confiance à sa secrétaire, mais comme ça, pour des raisons qu'il n'avait pas élucidées. Donc il traitait tous ses mails. Il pouvait avoir une centaine de mails chaque matin avec des pièces jointes. Enfin bon, il vivait un enfer. Voilà. Et donc ça a été un accompagnement, je dirais, là, cette dimension-là. Vous savez, quelquefois dans le coaching, il y a des dimensions très, très simples, très techniques, très organisationnelles. Comment est-ce qu'on peut gérer ses mails? Qu'est-ce que ça représente le travail avec cette secrétaire? Pourquoi vous ne lui faites pas confiance? Quelles seraient les conditions de la confiance, etc., etc. Bon. Ensuite, évidemment, on se trouvait dans une période de changement de président entre Sarkozy et François Fillon. Et donc là, c'était tout un accompagnement autour d'identification de situations à risque. Voilà. C'est-à-dire quelles sont les situations dans lesquelles il faut que je fasse attention à mon positionnement, puisqu'il avait été nommé sous Sarko et il s'attendait à ce que, il s'attendait, et ça s'est passé, à ce que ça change de président. Et vous savez que les préfets sont très vite changés, etc. Et donc c'était je dirais que c'était de l'analyse de risque, c'était de situations à risque dans lesquelles il s'agissait de poser ces situations, de les déconstruire et de voir comment il pouvait, lui, comment il souhaitait se situer, et puis après de faire des feedbacks là-dessus. Alors, le troisième axe a été le plus intéressant d'un point de vue travail en profondeur, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui réussissait très bien, qui avait une très bonne aura, qui était en pleine ascension, etc., qui était physiquement, qui avait un physique très, je dirais, très adapté à l'exercice de la fonction de préfet. Donc on pourrait dire tout pour plaire et réussir.
Mais il vivait une situation donc très très désagréable. À chaque fois qu'il devait prendre la parole en public, il avait un malaise et le sentiment qu'il était attrapé par la chemise et tiré en arrière. C'est pour ça que j'ai parlé du complexe de l'élastique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il s'avançait, il y a quelque chose qui le tirait en arrière. Voilà. Et on a travaillé sur ce tirer en arrière. Et en fait, on est tombé sur une grosse histoire. C'est-à-dire une histoire, ce que j'ai appelé une histoire de vie en héritage, pour reprendre d'ailleurs un titre d'un livre de Vincent de Goljac, qui est l'histoire de vie en héritage, puisque en fait, il a eu un grand-père qui a eu une position pendant la guerre qui n'était pas honorable, et donc voilà, c'est une tâche, et c'est en fait en parlant de cette, en reliant son histoire et ce qu'il vivait, qu'il a réussi à faire le lien entre cette tâche familiale et son malaise, qu'il a réussi à poser, parler, et je pense il ne s'agit pas de le dépasser, en tous les cas de vivre avec et de vivre mieux avec cette histoire. Hein. Et d'ailleurs, il a, dans le cadre de l'accompagnement après, décidé d'entreprendre un travail d'écriture pour essayer de réhabiliter un peu ce grand-père, qui n'avait pas été collabo, je ne peux pas vous dire exactement, c'était un très grand, un haut personnage de l'État, il n'a pas été collabo, mais il n'est pas parti à Londres, voilà. Donc, voilà. Et puis, alors ça s'est terminé, cet accompagnement, par un coaching d'équipe, c'est-à-dire qu'à la fin, pour ça que j'ai aussi choisi ça, parce qu'on peut passer d'un coaching individuel à un coaching d'équipe. C'est-à-dire qu'à la fin, c'était terminé, mais il est revenu vers moi pour me demander de travailler avec son équipe au niveau de sa préfecture pour co-construire un type de management satisfaisant à l'ensemble des personnes. Et donc là, on a travaillé, je dirais, à partir de types de management, et on a une typologie du management, et ils ont élaboré le management qui leur convenait. Voilà, en conclusion, donc le coaching socio-analytique, pour dire les choses simplement, est un travail de mise en relation du coaché avec son psychisme, hein, c'est-à-dire avec tout ce travail donc, que j'ai évoqué de la réflexivité, de son psychisme avec son histoire de vie. Alors histoire de vie au sens où, je vous l'ai dit, c'est-à-dire qu'il s'agit de travailler avec des méthodes, avec des outils, hein, il ne s'agit pas de raconter son histoire, et donc d'apprendre à circuler entre passé, présent, projet, hein, pour construire en permanence, tout au long des séances, des scénarios de dégagement, des espaces du possible où on va expérimenter de nouvelles manières de voir, de faire, de comprendre, d'agir. Et donc voilà, je voulais juste terminer sur cette diapo, puisque j'ai donc dirigé un livre dans lequel ont écrit évidemment un certain nombre de stagiaires qui ont été formés par nous, donc autour de cette question, enfin de ce type du coaching à l'accompagnement personnel, personnalisé, voilà, qui est en vente ici. Voilà, bon merci, j'attends vos questions, vos interrogations.